Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Nous sommes le mardi 25 mai, une heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec ce soir à Marseille, un nouveau commissariat qui va être érigé dans les 13e et 14e arrondissements de la cité phocéenne, 150 000 habitants. C'est une annonce faite hier par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Reportage sur place dans quelques instants. À Nice, une mosquée, la mosquée à l'ouest de la commune, la mosquée En-Nour, a été saccagée durant la nuit de dimanche à lundi. Rencontre notamment avec le recteur du lieu de culte qui a pu s'entretenir avec le cambrioleur qui a dérobé de l'argent et cassé du matériel, comme vous pouvez le voir sur ces images. Enfin, pour terminer la première partie de ce grand direct, nous serons avec Franck Goldnadel, qui est le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. Évidemment, nous évoquerons la reprise de l'activité et la saison d'été qui se présente sous de bons auspices malgré la crise sanitaire. Voilà pour le sommaire de ce grand direct partie 1. On se retrouvera évidemment après 18h30 pour la deuxième partie de cette émission avec notamment le rappeur chaotique ou encore le retour des supporters dans les stades. Vous verrez également que le département du Var, tiens, ça intéressera notre invité de tout à l'heure, est la première destination de France devant la région parisienne. Ça y est, le Var a dépassé Paris et c'est une bonne nouvelle. Les explications dans ce journal de Marion Colangelo. Dans cette émission plutôt. Pour démarrer ce grand direct, je vous le disais, Gérald Darmanin était en visite hier à Marseille. Il a fait plusieurs annonces, notamment la création d'un commissariat dans les 13e et 14e arrondissements de la cité phocéenne. Cela va concerner 150 000 personnes. 100 policiers supplémentaires vont également être déployés à Marseille. Les explications de Valentin Rodriguez. Des bureaux de police vétustes et inadaptés. 25 effectifs pour les deux structures pour un total de 160 000 habitants. C'est le constat des commissariats du 13e et 14e arrondissement. Avec l'annonce de Gérald Darmanin, la mairie de secteur se félicite de l'avancée du projet du nouveau commissariat. C'est un commissariat, un grand commissariat qui se situera dans le 13e arrondissement à Château-Gombert. Un terrain qui appartient aujourd'hui à 13 habitats et qui va être donné donc, par le département pour 1 euro symbolique. Un grand commissariat qui accueillera 100 effectifs. Donc on vient tripler les effectifs de police sur notre secteur et ce commissariat verra le jour en 2024. La somme de 9 millions d'euros va être investie par l'État dans ce commissariat. La police marseillaise est soulagée. Il faut bien comprendre qu'un policier qui travaille dans des locaux neufs avec aucune difficulté pour se stationner, il est quand même plus content d'aller au travail que quand vous arrivez dans un endroit où vous ne pouvez pas vous stationner et les locaux sont pourris. C'est juste une productivité qui sera beaucoup plus intéressante pour les policiers et en l'occurrence pour la totalité de la population marseillaise. La mairie de secteur travaille avec la préfecture depuis 11 mois sur ce nouveau projet. Un projet qui divise les habitants du 13e et 14e arrondissement. Moi je préfère avoir de la proximité plutôt qu'avoir un grand établissement et faire la queue. C'est mieux la proximité, il n'y a rien qui remplace ça, quoi. Moi je pense qu'un grand commissariat qui s'occupe de tout le monde, c'est mieux que des petits commissariats qui font rien pour personne. Voilà. Ça fait loin d'ici. C'est vrai que le 13e, c'est le plus gros arrondissement, puisqu'il y a 150 000 personnes. Mais c'est vrai que ça fait loin, quoi. Voilà. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reviendra fin août prochain pour présenter les contours de ce nouveau commissariat. À Nice, à présent, dans la nuit de dimanche à lundi, la mosquée En-Nour, située à l'ouest de la ville, dans la plaine du Var, a été visitée, saccagée, cambriolée même, des écrans cassés, du matériel dérobé, de l'argent également volé par un individu qui a été interpellé. Et vous allez le voir, le recteur du lieu de culte a même pu s'entretenir avec lui après les faits. Les explications et le reportage sont signés Claudia Olivier. Donc il est rentré de la porte de secours. 24 heures après les faits, Mahmoud Benzamia est toujours sonné par sa découverte. Lundi matin à 4h30, au moment de la prière, le recteur de la mosquée En-Nour à Nice-Ouest a découvert le lieu de culte complètement saccagé. On voit dans son comportement comment il est violent. Il prend des chaises avec ces chaises, il casse avec violence, bien évidemment, c'est l'écran, et puis il saccage, et voilà.
Écran cassé, matériel dérobé, caisse de quête volée, le cambrioleur a été rapidement interpellé grâce à la vidéosurveillance. Un homme qui avait été aperçu autour de la mosquée, Mahmoud Benzamia a pu discuter avec lui après son arrestation. Il est venu, donc avec les enquêteurs, il a demandé des excuses. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as cassé un lieu sacré, donc sa réponse était simple et banale. Oui, j'étais pas bien, j'ai pris des cachets et puis voilà. Donc c'est ça sa motivation en fait. Un saccage et un cambriolage qui a ému la communauté, mais pas seulement. L'ancien conseiller municipal socialiste Patrick Allemand, qui avait défendu l'ouverture de la mosquée, regrette qu'elle ne soit pas mieux protégée. Je suis très attaché à ce que toutes les religions aient leur lieu de culte protégé. Et là, on a pu constater qu'il n'y avait pas de protection, puisque l'individu est rentré tout seul, tranquillement si j'ose dire. Même s'il s'est opposé à l'ouverture du lieu de culte en 2016, le maire de Nice, Christian Estrosi, a condamné le saccage de la mosquée. Ses responsables demandent plus de sécurité autour de l'enceinte qui peut accueillir 800 fidèles. À Toulon, dans le Var, donc forcément, comme un peu partout dans le pays et dans notre région, les mobilisations se poursuivent dans le secteur de la santé. Un nouveau préavis de grève a été déposé à l'hôpital Sainte-Musse. Il concerne cette fois-ci les infirmiers et infirmières en bloc opératoire ainsi que les assistants de régulation médicale. Ce sont eux que vous avez au téléphone lorsque vous appelez le SAMU. Cette semaine, l'Assemblée nationale va étudier la loi Matras, un amendement qui promet d'instaurer un numéro unique, le 112, et charge ensuite aux régulateurs de vous orienter vers les pompiers ou vers le SAMU. C'est ce qui inquiète beaucoup les assistants de régulation médicale qui demandent à en savoir plus justement sur ce dispositif de numéro unique. Thomas Bernabé. Nouveau préavis de grève déposé au sein du centre hospitalier Sainte-Musse. Après les réanimateurs et les sages-femmes, c'est aujourd'hui au tour des infirmiers du bloc opératoire et des assistants de régulation médicale de faire part de leur ras-le-bol. Ce qu'ils ont comme point commun, c'est la demande de reconnaissance. Après les promesses du gouvernement, certaines annonces, et entre autres le Ségur, avec les 183 € qui font qu'effectivement on a été revalorisé, mais pas suffisamment. Un an après, les personnels de terrain ne sont pas plus écoutés que ce qu'ils l'étaient ces dernières années. À l'époque, les revendications, c'était des augmentations de salaire, mais aussi des embauches. Alors oui, on a des embauches dues au Covid. Quid de la suite ? Plus de reconnaissance, l'Arlésienne du personnel soignant du CHITS depuis de nombreuses années. Pour autant, si ce point est crucial pour les syndicats, il y en a un autre plus urgent qui interroge les ARM. Le projet de loi Matras qui sera débattu dès demain à l'Assemblée nationale et qui pourrait instaurer le 112 comme numéro unique d'urgence. Pour les syndicats, de nombreuses zones de flou subsistent quant aux répercussions que cela pourrait entraîner. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que tout ce qui va être voté dans la loi soit, j'allais dire, décrit d'une manière précise et que rien ne se mette en place sans que les concernés, c'est-à-dire les régulateurs, mais aussi les médecins qui interviennent au niveau du SAMU, puissent, j'allais dire, exprimer leur point de vue et que celui-ci soit entendu. Aujourd'hui, on ne les cite pas, ils sont absents totalement, on se centralise sur ce numéro unique et c'est une loi dite loi pompier qui concerne 95% des aspects spécifiques aux pompiers et dans lequel on a noyé ce numéro unique avec toutes les conséquences sur le terrain. Le préavis de grève illimité sera effectif dès 19h. Sur les 39 assistants de régulation médicale présents au CHITS, l'ensemble des 30 titulaires est en grève. Et nous accueillons maintenant sur ce plateau Alexis Ricard, bonsoir, journaliste pour Azur TV. On va évoquer avec vous le pass sanitaire qui devrait rentrer en vigueur dans une quinzaine de jours. Interview ce matin de Cédric O, qui est le secrétaire d'État en charge du numérique, qui a précisé les contours de ce pass sanitaire qui utilisera principalement l'application Tous Anti-Covid. Tout à fait, on en sait un peu plus, enfin j'ai envie de dire, puisque c'est l'application Tous Anti-Covid qui va accueillir un petit peu tout ce dispositif. Très concrètement, ce pass sanitaire, il va se présenter sous une forme très simple, c'est un QR code. Ce QR code, il a l'avantage de prévenir aussi, d'empêcher les fraudes qui sont de plus en plus importantes avec le papier, malheureusement. Il y aura 3 moyens pour obtenir ce QR code et donc rentrer dans un événement qui nécessite ce pass sanitaire. Il y aura le test PCR ou antigénique, négatif, cela va sans dire, daté de moins de 72 heures. Il y aura aussi le certificat de vaccination
vaccination, avec des vaccins évidemment validés. Il y aura aussi un certificat de rétablissement post-Covid. En clair, on considère que si vous avez eu la maladie, vous êtes immunisé. La durée serait de 180 jours, a priori. Pour revenir sur ce pass sanitaire, il sera nécessaire pour des événements au-delà de 1000 personnes statiques. Voilà. L'objectif, c'est de permettre le retour d'événements qui nécessitent beaucoup de participants en assurant la sécurité de tous. Petit exemple, il ne sera pas nécessaire d'avoir ce pass sanitaire pour aller au restaurant. Et la date donc d'entrée en vigueur, ce serait début du mois de juin, le 9 juin. Alors le 9 juin, effectivement, c'est l'entrée en vigueur de ce système. Pour autant, on ne devrait pas en avoir besoin tout de suite, puisqu'il faut attendre des événements qui nécessitent, qui remplissent les conditions. Alors justement, il y en a quand même certains dans notre région qui pourraient être soumis à passe sanitaire. C'est aussi pour ça qu'on souhaitait évoquer aussi cette interview de Cédric O, que ce soit dans le Var, les Alpes-Maritimes ou les Bouches-du-Rhône. On risque d'avoir quelques événements avec des jauges supérieures à 1000. Ah ben là, pour le coup, l'été, c'est la saison parfaite pour avoir des événements où il va y avoir du monde. Donc, par exemple, on pourrait avoir à Nice le Jazz Festival, on pourrait parler du crossover. Dans le Var, on a le Grand Prix de France de Formule 1 qui a été décalé. À Marseille, le Summer Festival, le Delta, le Mars Attack. Il y aura beaucoup d'événements qui risquent de nécessiter, évidemment, tout ça pourrait être amené à changer. Un dernier mot quand même au niveau européen, puisque ce pass sanitaire n'est pas qu'une invention franco-française. Il y aura une forme d'harmonisation au niveau européen. L'objectif, là, ce sera de voyager, en fait, entre les pays. Là, on parle d'une date du 1er juillet, mais les modalités pourraient être différentes de ce que j'ai évoqué précédemment. Merci beaucoup Alexis Ricard. On va évoquer ce sujet évidemment avec notre invité dans 3 minutes maintenant, Franck Goldnadel, président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur, qui sera à votre place, Alexis. En attendant, dernier petit sujet dans cette première partie, ce premier JT, cela concerne les restaurants qui ont rouvert leurs terrasses, vous le savez, depuis une semaine. Eh bien, figurez-vous que certains ont beaucoup de mal à trouver du personnel. C'est le cas à Saint-Cyr-sur-Mer, grâce à ce reportage de Lucas Caruso. Sur cette plage privée de Saint-Cyr-sur-Mer, Sophie s'inquiète. Cela fait plusieurs mois qu'elle peine à trouver du personnel de cuisine pour l'été. Les saisonniers se font rares. J'ai jamais connu une période de recherche, de recrutement aussi folle. Un parcours du combattant pour obtenir quelqu'un qui soit là, actif. Les personnes ne se présentent pas lors des convocations. On reçoit très peu de CV. En général, on peut recevoir une vingtaine de CV par jour, ne serait-ce que par le biais de Pôle emploi. Et là, donc, ça fait déjà 15 jours, j'ai reçu 2 CV. 2, voilà. Peu de CV, mais également moins de professionnels. Selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, 110 000 professionnels du secteur ont changé de voie depuis le début de la crise sanitaire. C'est notamment le cas des cuisiniers. Josie a bien eu du mal à en trouver un pour la saison estivale. Il a fallu que j'aille les chercher en Espagne, mais j'ai eu de la difficulté de les faire venir. J'avais des gens du Canada, j'ai encore plus eu de difficultés. Et conclusion, à force de parler avec des gens, on m'a proposé un retraité. Mais alors, c'est le top du retraité, bien sûr. Mais ils viennent du milieu de la France. Et j'ai été obligée quand même, cela dit, de prendre un appartement. Et les appartements sur Saint-Cyr-sur-Mer, c'est très cher. Donc ça m'enlève un emploi. Les saisonniers récurrents auront droit au chômage partiel jusqu'à la fin du mois de juin. Ce qui peut expliquer pour ces restaurateurs l'absence de personnel qualifié demandeur d'emploi. Des problématiques auxquelles ce glacier n'est pas confronté. Nous, de notre côté, on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. Ce sont des jeunes étudiants qui se présentent spontanément, qui font 1 année ou 2 années avec nous, selon la durée de leur étude. Et c'est des jeunes qui sont de Saint-Cyr en général. Pour rappel, le 9 juin, les terrasses ne seront plus soumises à une jauge et les salles de restaurant pourront s'ouvrir avec une capacité limitée à 50%. Voilà un air d'été qui nous emmènera dans le Var tout à l'heure. La Var, la première destination touristique de France, devant Paris. Ce sont des sujets que nous allons évoquer avec notre invité dans quelques instants à peine.
Bonsoir Franck Gonelden, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV, vous êtes le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. C'est important, on va essentiellement parler de l'aéroport de Nice, mais pas seulement, parce que les voyages d'affaires, les voyages privés aussi constituent une part importante du trafic sur la Côte d'Azur. Je me suis plongé un peu dans les chiffres. Évidemment, vous avez été impacté par la Covid-19 avec la fermeture d'un terminal notamment. Avant la crise de la Covid-19, on avait 120 destinations, 44 pays, 13 millions de voyageurs qui passaient par 14 millions même par l'aéroport de Nice. On pourrait se dire que là, avec la réouverture, vous allez y aller doucement. Eh bien non, cet été, 90 destinations seront desservies, 137 pays, et vous payez même le luxe d'ouvrir de nouvelles destinations avec Minorque et Southampton. Ça veut dire que vous avez anticipé depuis un moment cette reprise et que l'été se présente sous de bons auspices malgré tout. Alors, ça va être un été sous de bons auspices, en tout cas meilleur que ceux de 2020, que l'été de 2020. C'est très lié à l'actualité que vous avez décrite il y a quelques minutes. La vaccination qui avance, les pays européens et pays internationaux qui se mettent d'accord entre eux pour permettre aux gens de voyager, ce qui n'était pas le cas à l'été 2020. Et ça aide globalement le transport aérien à redémarrer. Et c'est vrai que tout en garantissant des mesures sanitaires maximales, on peut imaginer revoyager cet été. Alors, évacuons tout de suite la question du pass sanitaire. Vous me le disiez pendant le reportage précédent, vous êtes pour, c'est ce que vous venez de dire, que ça va considérablement aider le transport aérien. Et donc aussi les voyages avec certains pays. Alors, le Brésil, c'est peut-être un cas particulier, mais par exemple les États-Unis, où on va pouvoir y retourner assez vite avec ce pass sanitaire. En tout cas, on attend avec les précisions du gouvernement et avec impatience les décisions du 9 juin, où l'Europe devrait se mettre d'accord avec un certain nombre de pays pour permettre à nouveau aux touristes ou aux personnes qui ont du business à faire de pouvoir voyager soit vers les États-Unis, soit vers le reste du monde, en passant par exemple par Dubaï, puisque ce sont deux destinations phares de l'aéroport de Nice qu'on espère pouvoir réouvrir. Donc New York et Dubaï, c'est ça. Parce qu'on rappelle que c'est un aéroport évidemment international, le deuxième aéroport de France après Paris. Et c'est important aussi d'être en capacité d'accueillir évidemment, parce que nous, Azuréens, habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est bien que l'on puisse partir, mais c'est bien aussi d'accueillir les touristes. C'est un poumon essentiel de l'activité touristique. En tout cas, toutes les réunions que je peux faire avec les acteurs économiques du territoire montrent que tout le monde attend le retour du tourisme et du tourisme d'affaires en particulier pour permettre aux entreprises de redémarrer. Notre vocation, elle est simple, c'est d'être la porte d'entrée et de sortie du territoire. On a un territoire attractif, vous l'avez dit tout à l'heure, le Var est plébiscité en matière de destination. Il faut donc que l'aéroport qui dessert ce territoire soit là présent. Ce n'est pas simplement la société que je représente, c'est tous les acteurs du transport aérien, tous les acteurs de l'aéroport qui sont mobilisés pour permettre aux voyageurs de voyager cet été. Parce qu'on rappelle aussi cette complémentarité entre l'aéroport de Hyères et l'aéroport de Nice pour irriguer le Var. Il y a aussi l'aéroport de Mandelieu, mais qui a une activité un peu plus de niche. En tout cas, on a un système aéroportuaire qui permet d'avoir une complémentarité. On le voit et on l'a vu les années passées, le fait d'avoir Cannes et Nice permet globalement d'avoir de la capacité sur Nice pour accueillir de l'aviation commerciale, ce qui est la demande principale. Et le fait d'avoir ce système aéroportuaire qui fonctionne ensemble, de façon intelligente et intégrée avec le territoire, c'est la meilleure possibilité demain de développement. Alors, sur les chiffres, on aura 1000 vols par jour quand même assurés à l'aéroport de Nice. Au niveau des contrôles, vous vous êtes organisé, vous continuez de vous organiser. Ça se passe comment aujourd'hui quand on atterrit à Nice, selon si on vient de Paris, par exemple, ou d'un pays étranger dans lequel on peut voyager? Alors, on suit scrupuleusement avec les services de l'État, parce qu'on n'est pas seul à le faire, les mesures qui sont décidées par le gouvernement. Et si vous venez d'une provenance d'un territoire rouge, par exemple, vous avez su qu'il y a 15 jours, 3 semaines, la Turquie était rentrée
dans les pays sur lesquels il y avait des contrôles systématiques qui étaient faits aux frontières. Mais typiquement, cette provenance fait l'objet d'un contrôle spécifique. Les passagers sont débarqués dans une zone à part, sont soumis à des contrôles par les services de l'État, et une fois que ces contrôles sont effectués, une fois qu'on leur remet l'ensemble des documents qui leur permettent d'assurer une traçabilité après derrière là où ils sont, eh ben, ils rentrent dans le circuit normal. Mais il y a bien un contrôle spécifique qui est fait. Et là où on se prépare, c'est à permettre non seulement d'avoir l'ensemble des contrôles opérationnels pour la saison été, c'est pour ça qu'il est très important d'entendre les mesures qui seront décidées par le gouvernement, parce qu'en fonction du nombre de pays qui sont soumis à des contrôles, il faudra qu'on s'adapte. Petite rétrospective sur l'année qu'on vient de vivre avec des bouleversements, un arrêt quasi total à un moment de l'activité, parce que tout le pays était confiné, notamment il y a un an. Vous avez repris, vous avez dû fermer un des terminaux, et du coup, ça a impacté aussi l'économie propre de l'aéroport. Exactement, et j'avais d'ailleurs indiqué sur ce plateau à Éric Revel qu'on n'allait pas réouvrir le terminal 1 avant février 2022, puisque, encore une fois, même si les nouvelles sont bonnes pour l'été, il faut à la fois raison garder. On a un trafic qui devrait être 50% supérieur à l'été passé, mais on n'est pas encore au niveau de trafic de 2020. On est plutôt à 60% du niveau de trafic de 2019. Donc on doit pouvoir passer l'ensemble du trafic sur le terminal 2. Ça a un impact très fort pour l'activité environnante, mais aussi sur l'aéroport. C'est pour ça qu'un certain nombre d'acteurs ont recours, comme nous d'ailleurs, au chômage partiel. Toute l'activité ne sera pas redémarrée. Un certain nombre de concessions commerciales restent fermées parce que le terminal 1 restera fermé. Alors justement, aujourd'hui, un aéroport, c'est plus qu'un aéroport, si j'ose dire. On y mange, on y achète, on y fait du shopping aussi. Il y avait un gros projet de restructuration avec des rénovations, Terminal 1, Terminal 2, le projet d'extension aussi. Est-ce que tout ça se poursuit? Est-ce que vous arrivez à vous projeter encore là-dessus, ou pour l'instant, on attend que la crise soit derrière nous? Mon rôle, c'est de prévoir l'avenir. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas que l'aéroport soit un frein au développement économique de notre territoire. Et donc, si on imagine que l'aéroport de Nice peut être un des aéroports qui va retrouver le plus vite possible le trafic qu'il a connu en 2019, il faut absolument qu'on soit en mesure d'accueillir ce trafic-là. Or, on constate une chose, c'est qu'après Covid, on ne traitera pas le passager comme on le traitait avant. De plus, et ça c'est très important, on a une histoire dans ce territoire, l'accueil. On sait très bien qu'on est une destination touristique avec un niveau d'accueil qui se veut être exemplaire. Quand on regarde le trafic qu'on a traité en 2019, on était dans des installations saturées. Donc oui, on continue de travailler sur l'extension du terminal 2. Ce n'est pas une extension de l'aéroport, c'est une extension d'un terminal pour plus d'espace, plus de services, pour être au niveau d'accueil qu'on souhaite avoir. Alors l'accueil, c'est, vous l'avez dit, le nerf de la guerre. Quels sont les projets d'extension du trafic? Est-ce que vous étudiez de nouvelles destinations en permanence? Est-ce que vous souhaitez vous ouvrir encore un peu plus sur le monde? On rappelle qu'en temps normal, on est quand même déjà relié à la Chine, à Dubaï, à New York. On va sur tous les continents de la planète. Oui, mais on voit bien qu'à mesure que le temps avance, les Azuréens, mais comme les touristes ou les businessmen qui veulent venir, ont besoin d'une plus grande connectivité. Et comme il faut tirer toujours des enseignements des crises, qu'est-ce qu'on constate? La crise Covid aura demandé à tous les acteurs du transport aérien flexibilité et agilité. Je connais bien les grands hubs internationaux, puisque j'ai eu la chance d'en gérer. La vision tout hub, à mon avis, aura du mal, pas à survivre, elle survivra, mais elle va devoir s'adapter aux nouvelles mesures. On peut rappeler ce que c'est un hub, peut-être rapidement? En fait, un hub, ce sont les grands aéroports européens ou américains, ça a été d'ailleurs inventé par les Américains, où on concentre des flux pour après repartir vers toutes les destinations du monde. En France, c'est Roissy-Charles de Gaulle, mais vous avez Amsterdam, vous avez les aéroports en Italie, vous avez les aéroports allemands et vous avez les aéroports espagnols, les grands aéroports espagnols. Qu'est-ce qu'on constate? On a de plus en plus d'avions efficaces, y compris sur de longues distances. Et on voit bien la compagnie qui devrait relier Nice à New York a des avions modernes.
des A321 long range qui vont permettre d'aller directement de Nice à New York. Ça, ce sont des lignes qui sont de plus en plus rentables demain, et je pense qu'on a une carte... Ce qui veut dire qu'on évite le hub New York-Paris, et ensuite on rapatrie sur Nice, pour être très concret. Éviter Amsterdam, ou ça peut éviter Madrid. Voilà. Et donc on voit bien qu'on a vraiment une chance, parce que l'attractivité du territoire, pour développer ces lignes, et c'est là-dessus qu'on mettra nos engagements. Une question toute bête, est-ce que la demande est toujours aussi forte? Est-ce que le fait de voyager, de se mélanger parfois à des populations ou des pays qui ont été aussi touchés par la crise, ça n'effraie pas les passagers? Pas spécialement. C'est impossible que la crise Covid et puis un certain nombre de réflexions autour de l'environnement changent un peu les habitudes. Est-ce qu'on voyagera toujours comme on a voyagé pour un week-end ou autre? Peut-être pas. Il n'empêche, la connectivité, elle permet au peuple de se réunir, elle permet à des entreprises de s'installer sur notre territoire, parce qu'ils savent qu'en choisissant la Côte d'Azur, eh bien, ils auront une connexion avec le monde pour pouvoir toujours toucher leurs clients. N'oublions pas en plus que le long courrier, c'est aussi une façon d'importer et d'exporter des biens, et c'est très important, à la fois pour les industriels qui sont déjà sur notre territoire, mais aussi pour ceux demain qui voudront s'installer. Et donc, il est fondamental pour l'attractivité du territoire qu'on continue à se développer, en particulier sur des lignes long courrier. Avant de parler de deux plus petits aéroports, un mot sur donc le trafic. 14,5 millions au plus haut, c'était en 2019. Combien de passagers en 2020 pour qu'on se rende compte? Et du coup, est-ce que vous pouvez déjà, pas faire une prédiction, mais en tout cas viser des objectifs pour 2021, où ça reste dur parce que, évidemment, on est quand même encore dans l'expectative? Alors, vous l'avez dit, 14,5 millions de passagers en 2019, 4,6 millions. Ouais. Ça, on se rend bien compte là, grâce à ce chiffre. Moins 68%. On est à peu près en ligne avec tout ce qui s'est fait en Europe dans des aéroports comparables. Donc on voit bien le choc. Le choc, alors qu'on avait 2 mois et demi, on va dire, d'une activité normale. Janvier, février et mars étaient globalement des activités normales. Il est trop tôt pour se projeter 2021. Cette crise me permettrait de vous dire, je suis un peu plus confiant pour 2023 et 2024, où je pense qu'on devrait être à même de récupérer le trafic que nous avions en 2019. Par contre, 2021 est très lié. On n'avait pas prévu le 3e confinement qui est arrivé. Voilà, on attend de voir. On espère beaucoup pour l'été et on espère aussi pour 2022. Oui, et puis c'est évidemment des questions très difficiles à aborder, parce que, vous l'avez dit, on peut aussi avoir une 4e vague, ce qu'on ne souhaite pas, et ça pourrait impacter le trafic. Pour terminer, dans le giron d'aéroports de la Côte d'Azur, il y a aussi l'aéroport de Cannes-Mandelieu, dont on parlait, et puis l'aéroport de la Mole à Saint-Tropez. Quelles sont les caractéristiques de ces deux aéroports-là? Alors, les deux sont plutôt dédiés à l'aviation générale ou l'aviation d'affaires. Un peu plus encore pour Cannes, compte tenu de ses spécificités en termes de longueur de piste et de capacité d'accueil. Bon, je crois qu'il faut vraiment avoir en tête que Cannes et Nice forment à eux deux vraiment un système aéroportuaire qui fonctionne l'un avec l'autre. Et c'est très important, encore une fois, pour permettre du développement d'aviation commerciale sur Nice. Saint-Tropez, c'est un aéroport très lié à son territoire proche, qui n'est pas celui de Toulon et qui n'est pas non plus celui de Cannes. Et donc c'est une petite niche qui a l'avantage d'irriguer un territoire bien spécifique avec des avions ou des hélicoptères qui sont associés. Et c'est vraiment un aéroport vraiment spécifique. Mais je vous pose la question parce que c'est assez intéressant de voir que vous gérez un immense aéroport de dimension internationale, et puis ces aéroports un peu plus petits où vont se poser des jets, mais pas forcément. On fait aussi de l'aviation à Mandelieu, par exemple. On peut y faire de l'aviation plaisir. On peut décoller avec son ULM et voler. Donc ça, dans votre spécificité de président du directoire, il faut passer d'une organisation à une autre. Absolument, et c'est la force des aéroports de Côte d'Azur, et c'est d'ailleurs ce qu'on exporte, puisqu'on a une activité de conseil qui nous permet d'aider soit d'autres aéroports en France, soit à l'étranger, en termes de capacité à la fois développer du trafic commercial, du trafic d'affaires et du trafic d'aviation générale. Et puisque nous avons le temps, une ultime question sur les compagnies. Vous êtes en lien avec elles. Dans quel état sont-elles? Pas uniquement Air France, mais toutes les compagnies du monde, elles aussi, elles ont dû repenser
peut-être pas tout de suite leur modèle, mais en tout cas leur approche. Je pense que le leitmotiv chez les compagnies aériennes, c'est un peu comme pour l'aéroport, agilité et flexibilité. Elles ont compris que la capacité de rebond dépendra de leur capacité à s'adapter. Elles savent en plus que le marché, on va dire, de la Côte d'Azur est un marché important. On l'a vu dans des périodes où on a pu revoyager. Très vite, elles ont été capables de s'adapter et de remettre des lignes. Merci beaucoup à vous, Franck Goldnadel, président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. Et je le rappelle pour la petite histoire, l'aéroport de Nice est fréquemment élu par les pilotes plus belle approche du monde. Donc autant le rappeler et finir sur cette note. Je rappelle les chiffres quand même. 11 nouvelles lignes pour 2 nouvelles destinations cet été, 90 destinations au total, 137 pays, 1000 vols par jour. Et donc assez d'optimisme pour voir revenir les grandes destinations internationales que sont par exemple New York et Dubaï. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. On va attaquer tout de suite la deuxième partie de ce Grand Direct. Et dans les titres de cette deuxième partie, justement, un sujet qui va vous intéresser, Franck Goldnadel, le Var, première destination de France, en tout cas au niveau des locations saisonnières. C'est le géant du secteur, le géant sur Internet, dont pas besoin de vous rappeler le nom, qui l'affirme, passe devant Paris, ce qui est une belle performance. Reportage dans quelques instants. Il a fait la une de l'actualité ces derniers jours, le rappeur Chaotique, qui s'est exprimé lors du rassemblement des policiers, défend les forces de l'ordre, les pompiers. Et là, il a choisi de composer un hymne pour les Bleus, les champions du monde de foot qui vont disputer l'Euro, parce que pour lui, l'hymne officiel est trop sombre. Et puis la vie dans les stades, tiens, justement, on va y retourner. Le député Cédric Roussel, spécialiste de la question, député des Alpes-Maritimes, sera avec nous. On va parler de ça, de l'allègement des protocoles et du retour des mineurs dans les salles de sport, justement. Voilà pour le sommaire de ce Grand Direct partie 2. On part tout de suite dans le Var où, je vous le disais, les locations saisonnières explosent. La demande est supérieure à celle de Paris. C'est un petit événement. Marion Colangelo. Le Var devance Paris en nombre de réservations pour les vacances d'été. C'est en tout cas ce qu'affirme le géant de la location sur Internet Airbnb. Si jusqu'à présent le département était la première destination touristique de France après la capitale, il semblerait que la crise sanitaire ait changé la donne. En effet, les réservations vers les zones rurales ont explosé cette année, passant de 29% en 2019 à 45% en 2021. Une popularité qui n'est pas le fruit du hasard, selon l'agence de promotion du tourisme Visite Var. Le Var est une destination totalement sécure, accessible en voiture. Donc là, ça a beaucoup aidé au niveau de la clientèle française, puisque le Var, c'est aussi 80% de clientèle française qui vient soit en voiture, soit par train. Donc effectivement, une destination totalement sécurisée. C'est des personnes qui sont venues en plus grand nombre également sur l'été 2020 et qui certainement vont revenir puisqu'ils ont vu que les professionnels appliquaient scrupuleusement toutes les procédures et les dispositions sanitaires. Donc le Var, une destination sécuritaire, en même temps très attractive par rapport à son environnement, son patrimoine et la qualité des prestations des entreprises touristiques. Le Var, ses grandes plages, ses îles, ses forêts et ses villages pittoresques, autant d'atouts qui séduisent les touristes français et étrangers pour le plus grand bonheur des professionnels de la location saisonnière. Il faut bien voir que là, on est passé devant Paris strictement sur l'hébergement en location touristique, parce que Paris et Île-de-France, quand on dit après Paris, c'est Paris, la région Île-de-France, a une offre beaucoup plus importante, que ce soit en location touristique, en hôtellerie, en résidence de tourisme. Donc là, effectivement, c'est un épiphénomène. Mais ce qui est surtout important, c'est que ce phénomène continue, parce que sur les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, il y a beaucoup d'attractivité sur la destination Var, notamment aussi sur les locations touristiques. Pour l'été qui démarre, il faut donc s'attendre à une fréquentation très forte dans le Var. Une bonne nouvelle pour l'économie du tourisme. Chaque été, le département accueille 9 millions de visiteurs pour un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros. Voilà, le Var qui va encore accueillir beaucoup de monde. Ce sera le cas évidemment des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône dans notre région, puisque vous le savez, la vie revient peu à peu. On en reparlera évidemment tout à l'heure avec un petit sujet sur les glaces. En attendant, direction Marseille. À présent, c'est l'heure du bilan pour Coco Velten. C'est un lieu hybride qui a été imaginé pour lutter contre le sans-abrisme. 2 ans donc, à quelques mois de la fin de sa convention
convention d'occupation. Eh bien, il demande à la préfecture de prolonger cette possibilité d'occuper les lieux, puisque le dispositif a connu un vrai succès. Manon Mujika. Coco Velten, c'est avant tout une expérimentation. Utiliser un bâtiment vacant appartenant à l'État pour le transformer en lieu hybride où se côtoient centres d'hébergement, cantines et résidences d'artistes. Une première en France qui a vu le jour au cœur d'un quartier prioritaire de Marseille. 2 ans et une pandémie plus tard, le bilan semble encourageant. Quand vous venez par exemple sur un repas prix libre, on a autant les résidents qui descendent et qui viennent profiter de la cantine que le soutien de l'association qui est venue cuisiner les repas prix libre, les habitants ou des personnes un peu plus éloignées qui ne connaissent pas forcément le quartier de Belzunce. Enfin, c'est la mixité des personnes à un même endroit et qui se sentent bien dans le lieu, c'est ça notre plus belle réussite. Ada fait partie des 135 personnes prises en charge par la résidence sociale. À 37 ans, d'origine camerounaise, cette mère de famille a trouvé ici un toit fixe et une formation d'aide-soignante. Bref, un nouveau départ. Vivre une nouvelle vie, parce que c'est aussi ça, Coco, c'est-à-dire vous accompagne, vous amène à être autonome et pouvoir vous réintégrer dans la société comme tout le monde, quoi. Yes We Camp, Plateau Urbain et le groupe SOS, les 3 associations qui pilotent le projet, veulent poursuivre leurs efforts. Problème, la convention d'occupation temporaire signée avec la préfecture arrive à échéance le 31 décembre. Stopper pour autant l'aventure demeure inconcevable. Il y a 2 manières de poursuivre ce projet. Il y a une façon de poursuivre l'occupation transitoire telle qu'elle existe. Et ça, on pense que ça pourrait être fait pendant un délai de 1 à 3, peut-être un peu plus, pour nous permettre de peaufiner ce modèle qui existe, revenir un petit peu sur ce qu'on n'a pas pu faire pendant le Covid. Et si celle-ci se confirme, de la même manière qu'aujourd'hui on trouve que les résultats de Coco sont encourageants, et travailler à un rachat citoyen, d'avoir un site qui soit racheté par ses habitants, par ses occupants, par ses usagers, par les collectivités. La balle est désormais dans le camp des services de l'État qui mènent des réunions en coulisses. Les occupants de Coco Velten, eux, espèrent une réponse avant l'été. Allez, musique à présent. Et le rappeur Chaotique, le rappeur niçois originaire de Saint-André-de-la-Roche, qui est dans l'actualité depuis quelques jours. Il s'est beaucoup exprimé dans les médias nationaux. Il a pris la parole lors du rassemblement des policiers la semaine dernière à Paris. Lui qui, dans ses textes, défend les forces de l'ordre ou encore les pompiers. Et là, il s'est mis en tête de sortir un hymne pour l'Euro de foot, soutenir les Bleus. Hymne que vous pourrez découvrir à partir de demain soir, 18h, sur sa chaîne YouTube. Un hymne parce que celui composé par le rappeur Youssoupha, qui fait polémique d'ailleurs, lui paraît un peu trop sombre. Marie Justo. C'est ici que tout a commencé, la vie de Chaotique, mais également sa carrière. Et c'est ici qu'il nous donne rendez-vous avant la sortie de son prochain morceau. Depuis Saint-André-de-la-Roche, le rappeur va lancer un titre pour soutenir l'équipe de France de foot lors de l'Euro cet été. L'hymne officiel composé par un autre rappeur, Youssoupha, n'est pas assez fédérateur selon lui. Cette chanson, malheureusement, je la trouve trop sombre, malgré le talent d'écriture qu'a cet artiste. Là maintenant, on est à l'aube de la sortie du titre. Et là où je suis content, c'est qu'il y a énormément d'attentes, en tout cas sur ce titre. Et c'est que ça vient d'ici. Voilà, là vous êtes au cœur de chez moi, de ma petite cité. Je serais heureux de faire partie de la fête. Je serais heureux de voir des jeunes, de voir des moins jeunes, de voir plein de gens danser sur ma musique, rigoler. D'en parler, ça met des larmes aux yeux. Fan de foot, supporter de l'OGC Nice, Chaotique est également au cœur de l'actualité ces derniers jours. Le rappeur a pris la parole à la manifestation des policiers la semaine passée à Paris. Lui qui, dans ses textes, défend les forces de l'ordre, les pompiers et les valeurs de la République, des valeurs qu'il retrouve également dans le sport. Au lieu de chanter, j'ai préféré faire un discours, m'adresser directement à M. le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, en lui disant simplement, voilà, je m'appelle Karim, je fais face à telle problématique, sur le trafic, le narcotrafic, sur la montée de la violence, sur le plan éducatif. J'ai posé des questions, j'ai demandé un entretien. Je ne savais pas du tout que mon discours allait être télévisé sur CNews, sur BFM, sur tous ces médias-là, mais importe peu. Je préfère maintenant tenir ce discours, on est assez attendu. Et c'est vrai que du coup, je me pose la question, où sont les grands chanteurs? Où sont ces grands sportifs? Où sont ces personnes-là, ces personnes qui touchent des millions de gamins, des millions de personnes en France? Pourquoi ils ne prennent pas leurs responsabilités? Plus qu'une histoire de foot, c'est aussi l'histoire d'un enfant qui vit dans les quartiers. C'est l'histoire d'un petit citoyen qui habite à Nice, dans les quartiers Est, et qui s'adresse à la France entière, aux Juifs, il s'adresse aux musulmans, il s'adresse aux catholiques, à la personne athée, il s'adresse aux smicards, aux chômeurs, aux PDG.
Et le seul mot que ce petit artiste leur dit, c'est soyez fiers d'être français, on est ensemble. Femme forte, petit ange ou encore fils de flic, le rappeur niçois à la musique sans armes ni haine ni violence a choisi ses combats. Son rap pour les Bleus est à découvrir sur sa chaîne YouTube 747 TV ce mercredi à partir de 18h. Ah, il se peut que demain soir, Chaotique soit d'ailleurs notre invité dans ce grand direct. La série des réouvertures se poursuit. Alors, depuis une semaine maintenant, les restaurants, les bars, les commerces, les musées, les théâtres. Et à Marseille, eh bien, ce sont les thermes des Camouins qui ont rouvert leurs portes aujourd'hui. Les curistes, évidemment, qui avaient hâte de pouvoir retrouver les lieux, se soigner. Évidemment, avec des règles sanitaires très strictes. Reportage signé Yentel Criado. Ils étaient impatients de retrouver leur salle de soins. Massage sous l'eau pratiqué par des kinésithérapeutes ou encore aérosol pour des problèmes d'ORL. Les curistes sont au rendez-vous en ce jour de réouverture. La cure thermale des Camouins à Marseille a rouvert ses portes ce mardi matin après 7 mois de fermeture. Un soulagement pour ses clients. Moi j'en ai vraiment besoin pour mes sinus. J'ai fait une cure l'année dernière mais pas ici. Et ça m'a changé la vie, donc j'attendais vraiment avec impatience. Tout le temps j'appelais pour savoir si ça ouvre. Donc je suis contente. On ne vient pas ici pour le plaisir, on vient ici pour se faire soigner, d'abord et avant tout. J'attendais que ça. Et dès que j'ai su, eh ben, j'ai accouru, on va dire. Ça fait plus de 10 ans que je viens. Et pour passer l'hiver, il n'y a que ça, sans prendre de médicaments. Un réel besoin médical pour beaucoup d'entre eux. L'établissement thermal s'est d'ailleurs recentré sur la partie soins. Celle consacrée au bien-être reste fermée pour le moment. Tout ce qui est thalassothérapie, alors on le fait en complément, mais notre cœur de métier, c'est du médical. Il est recommandé de toute façon pour tout ce qui est arthrose, arthrite ou problèmes rhumatologiques dans son ensemble, de faire des cures régulièrement chaque année. Cette année, avec 4 mois d'activité, beaucoup n'ont pas eu la chance de pouvoir faire leur cure annuelle et se retrouvent avec des douleurs supplémentaires qu'ils n'avaient plus et qui du coup, ils sont déçus de les retrouver, mais donc ils sont venus dès l'ouverture pour pouvoir justement essayer d'estomper ces douleurs et ainsi pouvoir passer un été dans de bonnes conditions. La cure thermale a mis en place un protocole sanitaire strict, douche automatique avec savon, sens de circulation, désinfection permanente de chaque poste, rampe et porte-manteau et prise de température à chaque entrée des curistes. Il est recommandé d'avoir été vacciné. Si ce n'a pas été le cas, il y a un test de moins de 72 heures RT-PCR qui est demandé à l'arrivée et 2 autotests par semaine pour les curistes qui n'ont pas de vaccin. Pour l'heure, l'établissement thermal est restreint à une jauge de 50%. Il passera à 100% dès le 9 juin prochain, si les conditions sanitaires le permettent, et pourra alors accueillir jusqu'à 350 personnes par heure. Et ces questions de traitement peuvent être aussi intimement liées à votre sommeil. On s'est posé cette question ce soir, enfin Stéphanie Mossman, comment retrouver un sommeil de qualité? Il faut dire que la pression du travail, la pression du confinement et cette vie à 100 à l'heure n'aident pas forcément. Vous allez le voir, certains utilisent même des recettes pas magiques, mais en tout cas qui leur font beaucoup d'effets. Reportage donc de Stéphanie Mossman. Bonjour. C'est pour la livraison. Ah, merci. Ce midi, Huguette ne se fait pas livrer ses courses, ni un repas préparé. Depuis 4 mois, l'octogénaire a troqué ses médicaments anti-inflammatoires et les somnifères pour de l'huile sublinguale. Un ingrédient miracle selon elle, qui contient de l'extrait de CBD. Je prenais ça pour le dormir le soir et je prenais 2 anti-inflammatoires, comme celui-là, naproxène. Et maintenant, je n'en prends plus qu'un. J'ai des douleurs parce que j'ai des sciatiques. Et ces douleurs, malheureusement, me réveillent 2 à 3 fois par nuit. Avec ce produit, petit à petit, je dors mes nuits complètes. Et les douleurs s'estompent. Huguette est enfin parvenue à retrouver le sommeil et des nuits complètes grâce au cannabidiol, le CBD. C'est l'une des 200 molécules que l'on retrouve dans le chanvre, le cannabis. Mais à la différence du THC, l'actif le plus connu de cette plante, le CBD, n'est pas une drogue. Aucun effet stupéfiant ou psychotrope et sa consommation est autorisée en France.
donc les fleurs qui sont là, en fait elles sont complètement lavées du THC. Il va y avoir des traces résiduelles de THC à moins de 0,2%. Donc il n'y a pas du tout d'effet psychoactif dedans. Il y aura juste l'effet de détente, de relaxation. En France, notre temps de sommeil quotidien est passé sous la barre des 7 heures. Durée minimale recommandée pour être en forme. Un enjeu de taille, car la fréquence de ces troubles a augmenté ces dernières décennies. Vous avez du mal à vous endormir ou l'endormissement se fait facilement? Alors j'ai du mal à m'endormir et puis je me réveille plusieurs fois dans la nuit dû aux cauchemars que je fais. Dans son cabinet, le docteur reçoit de plus en plus de patients souffrant de problèmes de sommeil, à l'instar de Joël, perturbé depuis plus d'1 an et dont les nuits sont ponctuées de cauchemars. Premier confinement, j'ai senti déjà que je n'avais pas un sommeil totalement réparateur, mais depuis qu'on nous a annoncé ce reconfinement, je dors très très mal tous les jours et surtout je fais beaucoup de cauchemars. Et donc là, c'est quand je me lève le matin, je suis extrêmement fatiguée. Et c'est vrai que les réactions de peur, les réactions d'anxiété, les réactions de déprime, les réactions de stress post-traumatique, l'un des symptômes les plus importants, et même qui surviennent comme ça en premier, et on peut parler de signes d'alerte, c'est les troubles de sommeil. La preuve, le marché des compléments alimentaires pour mieux dormir ne cesse de croître. Dans le département, le laboratoire pharmaceutique Arcopharma, lui, enregistre en 2020 une croissance de vente de 22% pour son produit phare, Arco-Relax Sommeil Fort. Donc dans une première couche, on va mettre de la mélatonine qui va être libérée rapidement pour favoriser intensément l'endormissement. On y rajoute des plantes également qui vont agir à la fois sur l'anxiété et favoriser, renforcer ce phénomène d'endormissement comme la valériane et la passiflore. Et dans la deuxième couche, qui va se déliter tout au cours de la nuit, eh bien on va libérer de façon continue la mélatonine et l'escolcia pour avoir une bonne qualité de sommeil. Mémoire et apprentissage, métabolisme ou encore immunité. Il est établi que le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques. Dans les années à venir, les troubles du sommeil risquent bien de se transformer en vrais problèmes de santé publique. Voilà pour votre sommeil, on va accueillir dans moins de 5 secondes maintenant le dernier invité de ce grand direct. Un peu plus de 5 secondes en réalité parce que le rappel des titres, bien évidemment, le nouveau commissariat de Marseille, en tout cas dans les prochaines années, dans le 13e et 14e arrondissement, 160 000 personnes concernées. Annonce faite hier par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. La maire de secteur s'est réjouie dans cette édition, de même que les syndicats policiers. Les habitants, eux, sont un peu plus circonspects. Trop loin pour certains, ils auraient préféré des petits îlots dans ces 13e et 14e arrondissement. La mosquée de Nice saccagée dans la nuit de dimanche à lundi, du vol de matériel, d'argent, des écrans cassés. Un suspect a été interpellé. Le recteur de la mosquée s'est entretenu avec le suspect qui dit avoir pris des médicaments et ne pas avoir été dans son état normal. Et puis nous étions avec Franck Goldnadel, le directeur des aéroports de la Côte d'Azur. L'aéroport de Nice qui reprend vie, 90 destinations dès cet été, 1000 vols par jour. Les prévisions sont au beau fixe pour l'aéroport de Nice. Un aéroport que connaît bien notre invité pour terminer ce grand direct. Bonsoir Cédric Roussel, merci d'être avec nous. Vous le connaissez bien parce que vous êtes député des Alpes-Maritimes et de Nice, hein. Ouais. Non pas un utilisateur fréquent de l'avion, mais vous êtes de la circonscription concernée. Merci d'être là, on va parler de sport avec vous. On va regarder un petit sujet sur... Oui, dites-nous. Désormais. Oui, c'est vrai, puisque désormais, le Paris-Nice version train de nuit a repris du service. Vous étiez d'ailleurs avec Jean Castex à l'intérieur de ce train. On ferme la parenthèse, parce qu'on va parler de sport, de plutôt bonnes nouvelles quand même avec le retour des spectateurs. On parlera de la Coupe du Monde de rugby également, puisque Sébastien Chabal était à Nice et dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui pour promouvoir l'événement. Il y aura 4 matchs à l'Alliance Riviera. D'abord, depuis le 19 mai, Cédric Roussel, on peut retourner dans les stades. Vous êtes président du groupe d'études sur l'économie du sport. Alors, ce n'est pas ce qui va sauver les clubs pour le moment parce que les jauges sont limitées, mais c'est un premier signal important d'abord pour l'économie des clubs et pour la passion des supporters. On remet la pompe en action. Vous avez raison, puisque les saisons sportives sont
arrivent à leur terme. Donc c'est vrai que c'est pas ça qui va sauver, mais ça fait du bien au moral et pour tout le monde, que ce soit pour les sportifs, et je pense aux sportifs professionnels, et à la tristesse qu'ils avaient de jouer donc sans public. Ils vont avoir à regoûter à cela, à cette ferveur, même si elle sera progressive, puisque c'est les conditions de reprise qui l'imposent. Donc oui, très content pour les sportifs, très content pour les spectateurs, très content pour le sport en général, puisque ça va nous faire ressortir pour des choses qui sont positives et nous remettre tous en mouvement. Alors le rugby n'est pas terminé, hein, par exemple, on en parlera tout à l'heure, il y aura du monde pour les matchs du Stade niçois, pour le RCT aussi qui va accueillir du public ce week-end. L'objectif, Cédric Roussel, c'est de pouvoir avoir des jauges pleines à la rentrée en septembre. Oui, exactement. Oui, c'est d'arriver à nouveau donc, attirer un maximum de public, hein, parce qu'il y a ça aussi, redonner confiance aux spectateurs pour revenir dans les stades sans crainte. Et effectivement avoir donc un modèle économique aussi pour les clubs professionnels qui puissent tourner à plein régime. Et on sait que pour certaines disciplines sportives, qu'elles soient en sport intérieur ou dans les stades à l'extérieur, la billetterie et les spectateurs sont une source donc de rendement, de rentabilité importante pour la survie de ces activités-là. Ça a été une année compliquée pour le sport professionnel, on parlera du sport amateur ensuite. Il y a eu la Covid-19, le foot qui a été ébranlé par l'affaire des droits, des sports comme le basket ou le volley qui avaient du mal à trouver des diffuseurs. Très clairement, il y a un après à repenser aussi dans l'approche du sport professionnel et son lien avec les spectateurs. Oui, tout à fait. Il y a plein de bonnes questions aussi à se reposer. C'est un temps aussi où on va peut-être refixer des objectifs et se recentrer aussi sur des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le lien avec le public. Je pense notamment à peut-être aussi ces épisodes qu'on a pu voir entre certains clubs professionnels, certaines gestions de clubs professionnels et leurs supporters. Donc c'est un temps qui continue et notamment vous parliez de l'attribution des droits TV. Il y a des réflexions aussi législatives qui vont être menées à partir de la semaine prochaine, notamment à l'Assemblée nationale sur ce point-là. Il y a également donc des réflexions en termes de numérisation. On parle beaucoup de transition numérique de nos sociétés, mais je pense que là, il y a également des efforts à faire et à accompagner, notamment dans le lien qu'il peut y avoir entre des clubs, son club de quartier, son club, son association et les pratiquants. Voilà, c'est tous ces enjeux-là. Et avec à la rentrée, effectivement, une mesure dont je ne suis pas peu fier, puisqu'on l'avait proposé au gouvernement, mais avec tous les acteurs du territoire, à savoir ce passeport pour recréer un lien très rapidement entre les pratiquants et leur club. On va se garder le passeport pour la deuxième partie de cette interview, après le reportage qu'on va voir dans une minute. Juste sur la question des droits TV, parce que ça concerne 3 clubs dans notre région, Monaco, Nice et Marseille. Quelle est votre position? Est-ce que vous souhaitez qu'on légifère pour encadrer tout ça, qu'on assure aussi une partie de la diffusion en clair? Je ne sais pas quelle est la marge et ce qu'autoriserait la Constitution, mais est-ce que vous souhaitez qu'on légifère dans ce sens-là? Moi, je souhaite surtout qu'on y réfléchisse tous ensemble. C'est un sujet qui concerne à la fois effectivement le législateur, mais surtout aussi les acteurs, qu'ils soient des acteurs audiovisuels et également, bien sûr, et surtout le mouvement sportif, mais aussi les téléspectateurs. Parce que c'est un produit audiovisuel, mais qui a un particularisme, c'est un produit audiovisuel public, à savoir que la diffusion, l'exposition du sport, c'est aussi un enjeu de santé publique. Pourquoi? Parce que plus on voit du sport à la télé, plus je pense que ça donne envie d'en pratiquer et en tout cas au moins de s'engager dans des associations sportives. Donc il y a toutes ces questions-là qui vont pouvoir être posées dans le cadre d'une mission d'information que j'ai souhaité à l'issue de ce fiasco échec de Mediapro. Et ça va être un temps justement partagé, où ce n'est pas un temps que législatif, mais c'est un temps où le législateur va se mettre donc je dirais comme un conciliateur pour que toute cette réflexion soit portée au niveau national et ensuite pour qu'elle soit discutée au niveau européen, parce que vous l'avez dit, c'est une réglementation et ces appels d'offres sont contrôlés au niveau européen. Mais je crois que c'est un moment qu'on peut s'accaparer pour justement donc réfléchir ensemble au modèle français qu'on souhaiterait voir au niveau européen.
Cédric Roussel, vous étiez, alors vous faites beaucoup de choses, hein, vous étiez avec Jean Castex, vous prenez l'avion à l'aéroport de Nice et vous étiez avec Sébastien Chabal aujourd'hui à Nice puisque l'ancienne star du 15 de France est venue présenter la compétition, la Coupe du Monde 2023 puisqu'il y aura 4 matchs à l'Alliance Riviera. Sébastien Chabal qui est allé également dans une école, vous allez voir une très belle journée dans les Alpes-Maritimes suivie par Alexis Ricard. Le département des Alpes-Maritimes accueillera 4 matchs pour la prochaine Coupe du Monde de rugby en 2023. Le partenariat entre le département et le comité d'organisation a été signé ce mardi. Direction Suite Saint-Janet où les collégiens ont préparé un accueil triomphal à la délégation et particulièrement à Sébastien Chabal. C'est impressionnant, enfin, c'est une célébrité quand même. Il a joué dans l'équipe de France et tout, donc ça fait quelque chose quand même. Enfin, moi, ça m'a fait un frisson tout drôle et enfin, je suis heureux de partager ça avec 4 ou 3 classes, je sais pas. Mon père, il le suit depuis hyper longtemps. Il est super fan de lui, mon père, et donc ça me tenait à cœur de le voir. La compétition organisée en France jouit déjà d'un immense succès. 1 million de billets ont déjà trouvé preneur. Dans notre département, 86% des places sont déjà vendues. Parmi ces acheteurs, une majorité d'Anglais. En gros, aujourd'hui, 65% des billets qui ont été achetés par des Britanniques, ce qui représente aujourd'hui le pourcentage de vente de billets pour des étrangers le plus important de toutes les villes françaises. Ça, c'est vraiment propre à votre territoire. Je crois que sur ce territoire, il y a beaucoup aussi d'étrangers qui viennent, qui habitent, et il y a 3 nations britanniques qui viennent jouer ici, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de Britanniques qui sont là. Mais oui, la billetterie est juste dingue, voilà, vendu plus d'1 million de billets en 3 après-midi, 3 fois 6 heures. La compétition s'étalera de 7 à 8 semaines afin d'aider les joueurs à récupérer. Une mesure qui fait écho à la grave blessure du deuxième ligne niçois James Lassis lors de la rencontre face à Narbonne. C'est essentiellement lié à la protection des joueurs. C'est-à-dire qu'on a voulu allonger le calendrier pour donner à chaque joueur entre chaque match un minimum de 5 jours de récupération. Avant, les dernières Coupes du Monde, ça pouvait être 3-4 jours. Là, c'est 5 jours minimum pour protéger les joueurs. Donc, on a allongé d'1 semaine. L'attrait de la compétition bénéficie aussi d'un effet post-Covid. Chacun, tous, on imagine cet événement comme le premier grand événement hors période Covid. Donc, c'est ça. En plus, on peut se projeter, on peut s'imaginer. Et c'est aussi ce qui fait du bien. À l'échelle du pays, 65% du parc hôtelier serait déjà réservé sur la période, avec en moyenne 4 à 5 nuitées. Voilà, et demain, la compétition, enfin non, c'est présenté là en ce moment, officiellement aussi au siège du RCT. Petit retour demain dans le Grand Direct. Je rappelle qu'on est avec Cédric Roussel, député La République En Marche des Alpes-Maritimes, spécialiste des questions de sport. Ça va être un bel événement. En 2023, on aura, j'espère, dit adieu au Covid-19 avec des jauges pleines. 4 matchs à Nice, il y aura 4 matchs également à Marseille. Et on le voit, ça fonctionne déjà, hein, les tickets se sont vendus. Oui, ça s'est vendu, donc c'est encourageant. En plus, je ne sais pas si vous avez entendu la petite remarque sur le public donc, britannique qui a répondu plus que présent pour ces 4 matchs sur la Côte d'Azur. Bon, ce qui montre bien que le sport est un facteur aussi d'attractivité du tourisme également dans notre pays, hein, les grands événements comme ça. Donc c'est ça qui est aussi quelque chose qui doit nous faire plaisir collectivement. Il y avait également, j'entendais donc... le président, enfin le directeur général Claude Hatcher qui parlait également de réservations qui étaient entre 60 et 85% de nuits réservées chez nos hôteliers d'ores et déjà, sachant que la durée de séjour moyenne est de 4 à 5 jours de tous ces touristes sportifs. Donc voilà, moi je crois que c'est une très bonne nouvelle pour notre département et pour son attractivité. Pour terminer, vous avez évoqué tout à l'heure le pass sport. On peut dire que depuis une semaine, les enfants ont pu reprendre le sport en salle. Ce pass sport, donc, il va se déployer. Il coûtera 50 € par enfant. Il donnera accès à quoi? Parce qu'il y a plein d'avantages. Il sera renouvelable aussi pour l'année d'après. Présentez-le nous un peu. Il viendra accompagner financièrement des pratiquants qui... malheureusement, pourrait avoir donc un choix à faire, un choix financier à faire entre des activités de loisirs, sachant qu'ici, comme on a pu développer
aussi cette annonce concomitante de Pass Culture, on souhaite que les activités culturelles et également sportives soient des activités de privilégiés pour nos enfants. Donc c'est avant tout eux qu'on cible, à savoir des enfants et des enfants qui connaîtraient, dont les familles connaîtraient peut-être et auraient besoin davantage d'un soutien financier. Donc 50 €, c'est une aide qui peut être cumulable et cumulée avec des aides de la part des collectivités. Ici, notamment dans le département, il y a des aides donc également à la pratique sportive et au soutien financier pour s'inscrire dans les clubs. Donc voilà l'intérêt, c'est que l'État participe à amorcer lui-même et à montrer la voie, notamment. Pour acheter les licences, les adhésions, ça concerne quand même 5,4 millions d'enfants dans tout le pays. J'ai dit il coûtera tout à l'heure, c'est évidemment le contraire. C'est une somme que l'État va verser à ses enfants pour s'inscrire à des activités sportives. Merci beaucoup Cédric Roussel. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir. J'allais dire directeur, mais non, député des Alpes-Maritimes, député La République En Marche. À très bientôt sur les antennes d'Azur TV. C'est la fin de ce grand direct. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Philippe Caudet et bien sûr Stéphanie Mossman. À demain sur les antennes d'Azur TV.